Ce soir, encore un grand et bel invité. Nous étions hier soir avec un champion du monde, Rodrigo Pessoa, champion du monde en 1998. Ce soir, nous sommes avec le champion du monde 2010, Philippe Lejeune le Belge, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et puis, on va pouvoir, dans ce nouveau Jump Live, comme tous les soirs à 18h30, poser vos questions directement à Philippe, discuter avec, et puis on va essayer de retracer sa vie équestre, ce qu'il a à nous transmettre, comment il voit le futur. Magnifique. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bon, parfait, on a réussi à se connecter rapidement. Merci beaucoup de ta présence, ça fait plaisir. Je viens de voir ta femme qui nous a beaucoup aidé en coulisses aussi pour organiser ça. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, très très bien. En famille, en Belgique, aux écuries? Oui, tout à fait. On habite sur place, on a l'écurie, on a la maison tout près, et puis voilà, nous, ça change pas trop de tout ce qui se passe avec ce corona, évidemment. Bon, on va être ensemble pendant une bonne heure. Les gens vont pouvoir poser leurs questions et puis on va faire un échange assez sympathique. Oui, En faisant un petit peu mes recherches hier soir sur toi, j'ai vu que finalement, on a eu Rodrigo Pessoa hier, 47 ans, champion du monde en 98. oui. J'ai un écho bizarre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour moi, c'est bien, hein. Alors, je demande juste pour être sûr. Bon, c'est du direct, hein. On fait petit ajustement pour que le live se passe au mieux. Le son est moyen. Euh, Peut-être mettre une. Il y a du bruit chez lui, ça ressemble pas à un écho. Bon, les gens disent qu'ils entendent plutôt bien. Alors, je reprends, excuse-moi. Euh, Rodrigo Pessoa, 47 ans, champion du monde 98. Toi, tu vas avoir 60 ans, champion du monde en 2010. Et Eric Navet, champion du monde en 90, qui a le même âge que toi. C'est une particularité de notre sport, ça, finalement. On peut être champion du monde à n'importe quel moment dans sa carrière. Moi, je crois que beaucoup dépend du cheval qu'on a monté, et je crois que ces championnats, ce sont chaque fois gagnés, de ce que je pense, avec pas mal d'expérience. Et voilà, je crois que c'est quand je vois les champions du monde les cavaliers qui ont gagné le championnat du monde, c'est quand même je trouve des grands hommes de chevaux et qui ont su gérer super bien leur carrière. Et peut-être à part Rodrigo qui est devenu champion du monde assez jeune. Mais bon, lui, il a quand même bénéficié de Neko et de Jos Kums. Il est rentré de très jeune dans un système qui était déjà très professionnel. Et lui, ayant énormément de talent et de finesse, c'était un peu plus vite pour lui, voilà. Et c'est vrai que bon, j'ai vu que tu as eu un dégoût de l'école assez tôt. Qu'est-ce que tu pourrais dire? On ne va pas inciter les gens à décrocher, mais en tout cas, tu prouves qu'il y a des voies alternatives au succès. Il y a pas forcément cette école, il y a une école de la vie auquel tu as pu bénéficier toi aussi. Ben moi, c'est que l'école de la vie. Voilà, mais ça date de quand même il y a très longtemps, hein, en 67. Euh, Mes parents, donc les jeunes on est tous issus de Bruxelles, la partie francophone. Et puis les Lejeunes sont dans la fourrure, en fait. Mon père a deux frères. Mon père est décédé, le frère aîné est décédé aussi, encore le plus jeune frère. Et mes grands-parents étaient aussi dans la fourrure. Et comme il y avait un peu trop de magasins de fourrure à Bruxelles avec le nom Lejeune, il a eu une opportunité à la côte, à Ostende, d'ouvrir un magasin. Donc on a déménagé là quand je vais avoir 3 ou 4 ans. Seulement, on était rentré en plein flamingantisme. Donc, c'était un petit peu à l'époque, même dans les Flandres, on parlait, la haute société, c'était que du français. Puis petit à petit, ça a changé, et les néerlandophones ou les flamands ont commencé à prendre le dessus. Et il y a eu cette sorte de flamingantisme où ils ne voulaient plus qu'on parle français, etc., dans toutes ces villes. Et donc, à Ostende, mes parents, je crois qu'ils n'ont pas très bien géré ça. Mon premier jour d'école, ils m'ont envoyé là tout de suite. Moi, je ne parlais pas un mot de flamand. Et ils m'ont envoyé dans l'école en flamand. Donc, j'ai rien compris. Ça s'est très, très mal passé. Puis, je me souviens toujours, j'ai jamais oublié. Je suis rentré à midi à la maison.
Et j'ai dit, maman, c'est pas du tout sympa. Moi, je vais pas aller à l'école, je comprends rien, ils sont pas gentils. Et puis, c'est un peu resté comme ça. Après, je me suis fort renfermé sur moi-même. Je parlais pas beaucoup, ce qui peut peut-être paraître un peu bizarre pour les gens d'aujourd'hui parce que je passe pour quelqu'un qui a une grande gueule et qui dit ce qu'il pense. Euh, alors que quand j'étais gamin, je parlais pas et puis qu'ils ont été voir un psychologue pour enfants et la seule chose que cette personne a dit, ben, il faut lui donner un chien pour que je m'ouvre. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai parlé avec mon chien et j'ai toujours pas parlé avec les gens. Donc, je me suis vraiment renfermé sur mon chien. Et puis, plus tard, sont venus les animaux. Et plus tard, est venu un poney. Et puis, moi, je suis resté très renfermé sur ma vie. Et ma vie, c'était avec les animaux, être avec les. Au début, quand j'avais 6, 7, 7, 8 ans, je voulais être fermier. Je voulais être parmi les animaux. Et puis, c'est juste un an après que j'ai commencé à monter à poney et puis à cheval. Ton apprentissage dans le milieu des chevaux, premièrement, a été plutôt très dur. Ça a pas dû t'aider à t'ouvrir. En tout cas, tu étais au milieu d'animaux et c'est ça qui te faisait tenir. Ben c'est ça que je me retrouvais, c'est ce que je voulais faire et j'étais en paix, j'étais heureux comme tout du moment que, en fait, mon père avait loué une petite maison de campagne à l'arrière-pays, puisque à Ostende, c'était à la côte belge, et ça commençait d'abord le week-end, on passait le week-end là-bas, et puis à côté de cette petite propriété, il y avait un couple de fermiers qui n'avaient pas d'enfants, ils étaient déjà un petit peu âgés, et puis à cette époque-là, il y avait toujours, dans ce village-là, il n'y avait toujours pas de tracteur, ça, avec les chevaux de trait. Et puis moi, j'étais toujours chez eux. Et au lieu de dormir à la maison, je dormais à la ferme. Je dormais au grenier, sur des gros, des lits tout hauts. Je me souviens encore, il y avait toutes les pommes par terre, sur le plancher. Ouais, c'était vraiment à l'ancienne comme ça. Et puis le matin, je me levais, j'ai appris à traire les vaches, j'ai appris à nourrir les cochons, enfin, tout faire, tout ce qu'on faisait à la ferme. Et c'était mon truc. Plus tard, on a habité là tout le temps. Et mon père partait au magasin tous les matins et rentrait le soir. Et moi, après un moment, j'allais à l'école tout près dans ce village, mais je détestais toujours l'école. Et j'étais tout de suite content quand je pouvais être parmi les animaux. Et je travaillais déjà assez dur. À 7, 8 ans, le famille pouvait m'envoyer avec la jument. Je me disais toujours, je ne vais jamais oublier, elle s'appelait Mina. Et il m'avait montré comment il fallait les guider. Enfin, c'était à la voix, tous ces chevaux de trait. Et il m'envoyait faire des choses, chercher des betteraves, tout se faisait à la main. Et je me souviens très bien, c'est une époque pour moi qui était vraiment formidable. J'étais vraiment dans mon élément. Bon, tu es issu de la méritocratie, de la pure méritocratie. J'ai lu que tu as eu une période, quand tu es rentré un petit peu plus dans le saut d'obstacle, où on pouvait te réveiller à 23 heures alors que tu commençais à t'endormir pour remonter sur des chevaux. C'est ça ton école de la vie? C'est l'école. Vous savez, moi, quand bon, j'ai commencé à monter à poney, après, j'avais toujours pas vu de concours hippique. Je sautais des barres avec mon poney, je fabriquais mes obstacles moi-même. C'était des branches, c'était des ballots de paille, je faisais tout ce genre de choses-là. Et puis un jour, mon père m'a amené au jumping de Bruxelles. À l'époque, c'était vraiment le plus gros concours indoor au monde. Ça s'appelait la piste d'or du jumping de Bruxelles. Et quand j'ai vu ce concours, j'étais ébloui. J'ai dit, ça, c'est ce que je vais faire dans ma vie. Voilà. Après, moi, je savais, moi, je me suis jamais demandé si j'avais du talent, si j'étais capable. Je savais juste que c'était ça que j'allais faire. Et puis, à l'école, ça se passait toujours pas bien. J'étais bon élève, mais ça me disait rien du tout. Et j'ai toujours, à l'école, on parle jamais de ce que je veux faire dans ma vie, donc à quoi ça sert que je reste sur les bancs? On parle jamais de chevaux, on parle jamais de ça. Donc, et puis à 14 ans, j'ai décidé que je voulais plus aller à l'école. Et mon père a dit, bah, si c'est comme ça, tu dois aller travailler. Et puis je suis parti chez Rick Waters. D'accord. Et puis oui, lui c'était très dur. C'était vraiment très très dur. Mes parents avaient acheté une caravane parce que Eric à l'époque il habitait près de Malines. Et donc, j'avais mes 2 chevaux de junior et j'habitais dans une caravane. Donc, je faisais ma popote tout seul, je faisais tout seul, je vivais là. Et le matin, je faisais 15-20 box avec un retraité des courses, un ancien jockey, qui venait faire ses petites heures. Et puis après, on montait un paquet de chevaux. Et à l'époque, ben, on se faisait insulter, on se faisait crier dessus parce qu'on montait pas assez bien, parce qu'on faisait des erreurs, parce qu'il fallait accepter tout ça. Et puis, je croyais que le monde du cheval était comme ça. En plus, moi, j'ai appris
à me faire engueuler, me faire insulter. Eric était très violent hein, dans les paroles et tout. C'était vraiment, il était très dur avec lui-même, mais il était très très dur avec le personnel aussi. On en a bavé quand même très fort. Et du coup, on garde quand même la motivation? J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû flancher, non? Mais moi, je croyais que le monde du cheval était comme ça, puisque n'étant pas du monde du cheval, mes parents, et donc moi, je croyais que c'était comme ça, je connaissais rien d'autre. Donc voilà, moi, je travaillais comme un fou. J'avais très peur d'Eric pour finir à la fin. Oui, Euh, j'imagine. et la seule chose qu'Eric m'a vraiment appris, c'est que rien n'est impossible. Eric était comme ça, parce qu'Eric a eu très dur aussi. Il a monté beaucoup de mauvais chevaux, des rétifs, etc. Tous ces chevaux venaient chez nous, enfin chez lui, et puis nous, on devait monter dessus. Moi, à l'époque, j'ai 14 ans. Je suis pas de taille, je suis pas très grand, je mesure 1,71 m, mais je suis resté très petit jusqu'à l'âge de 17 ans. Et D'accord. d'ailleurs, mon surnom, c'était Flupke. Ça veut dire petit garçon en bruxellois. On m'appelait Flupke. Et, et donc, moi, je vais monter tous ces grands chevaux, des chevaux rétifs, des chevaux qui venaient d'Allemagne. Il y avait beaucoup de chevaux qui venaient d'Allemagne. Et bon, Eric les faisait aller, sortait en concours, et puis ils étaient revendus. Et puis, voilà. Et puis après 2 ans, ça suffisait. Mais c'est surtout parce qu'après 2 ans, j'ai connu autre chose. J'étais assez bon en junior avec des petits chevaux. Mon père, il n'avait pas du tout les finances pour acheter des chevaux internationaux. Donc, on avait déjà fait nos chevaux nous-mêmes, mais c'était vraiment des petits chevaux. Quand je parle à l'époque, je parlais des chevaux, je vais parler d'un prix. Mon meilleur cheval junior avait coûté l'équivalent de 2500 €. D'accord. Voilà. Ouais, Alors qu'il y avait déjà des juniors qui avaient des chevaux à l'époque de 25 000 à 50 000 €. ok. Alors, et je me bataillais avec tout ça, et puis je gagnais mes grands prix. Et puis à ce moment-là, j'ai été repris un petit peu dans l'équipe junior pour faire des entraînements, et c'était qui est devenu un peu mon deuxième père, Georges Calmont, qui était l'entraîneur de l'équipe junior. Là, je parlais l'équipe junior, c'était Véronique Dams-Vastapan, Nils de Goris, qui sont devenus championnes d'Europe par équipe en junior à l'époque en Autriche. Et je pouvais participer à quelques entraînements. Et je me souviens toujours la première leçon, premier entraînement, c'était à la chevalerie près de Bruxelles. Et M. Calmont était dans la carrière, et puis je vais dire bonjour. Et il me dit, bah, écoute, travaille un petit peu, regarde, je vais regarder ce que tu fais. Et puis 5 minutes après, il m'a appelé, et je croyais que j'allais déjà me faire engueuler, puisque c'était quotidien chez Eric. Et il m'a dit, viens un peu ici. Il dit, ici, on est là pour apprendre. Il dit, et pas pour se faire crier dessus. Il dit, montre l'axe. Il m'a dit ça, et j'étais un tout autre gars. Et Georges Calmont, enfin, ça a toujours été Monsieur Calmont, j'ai jamais tutoyé par respect, est devenu un de mes meilleurs entraîneurs au monde. Moi, j'ai eu trois grands maîtres d'équitation, c'est Georges Calmont, Nelson Pessoa et Patrick Le Roland. Voilà, ça, c'est mes trois grands maîtres dans ma carrière. Le fait que tu aies vu du tout au tout quelqu'un qui te blâmait un petit peu, et puis d'un autre coup, quelqu'un qui te fait confiance et qui te rassure, euh, ça t'a aidé, toi, dans ta vie, avec l'éducation de tes chevaux, de tes enfants, de ton personnel. Tu penses que d'avoir vécu ce grand écart, c'est Mais formateur quand même? Monsieur Calmont m'a ouvert un autre monde. Il m'a montré un monde gentil, agréable, du travail très bien fait, du travail toujours très calme. Et Monsieur Calmont m'a donné cette passion des jeunes chevaux. Monsieur Calmont était vraiment un phénomène de me préparer dès 4 ans, 5 ans, 6 ans, leur apprendre des petites choses toutes simples. Et ça, pour moi, j'ai ouvert mes yeux, mais vraiment grandeur. Et, et ça m'a donné une passion énorme. D'ailleurs, ma carrière s'est toujours faite avec des jeunes chevaux que j'ai fait moi-même. Et encore maintenant, je monte toujours. J'ai mes 4 ans, j'ai mes 5 ans. Et j'adore faire ça. C'est un truc, c'est vraiment ma passion. Je me lève tous les matins pour monter des jeunes chevaux et les améliorer, voir comment ils évoluent. Enfin, pour moi, c'est passionnant. C'est ma vie. On a eu ces derniers temps beaucoup de grands noms de l'équitation en invité, dont toi, et à chaque fois le nom de Nelson Pessoa revient. Qu'est-ce qui fait que tout est passé par Nelson finalement dans ces années, y compris toi? Je connais très bien Neko parce que une petite anecdote, je connaissais Neko de nom, puisqu'à 12 ans, je l'avais vu au Jumping de Bruxelles. Et puis,
j'avais 19 ans. J'avais gagné les championnats de Belgique des chevaux de 6 ans avec une jument irlandaise, une pure sang, qui était très délicate. On me l'avait amenée 7-8 mois à l'avance. Elle était sur les postérieurs, elle ne voulait rien faire. Et puis j'avais arrivé à faire. Et la jument était vraiment craque. Elle avait gagné, c'est pas difficile, le championnat, elle a gagné les 3 épreuves. Elle était seule double sans faute en finale. C'était vraiment bien. Et puis François Maty avait demandé s'il était à vendre. La jument n'était pas moi, elle était une propriétaire. Et puis, je vais venir avec Monsieur Pessoa. Je me souviens toujours, je louais un petit manège près de la côte. Et la François Maty qui arrive avec Monsieur Pessoa. Je dis bonjour Monsieur Pessoa, je présente la jument. J'arrive pour la seller. Puis, non, moi, j'ai une selle Hermès. Moi, je monte qu'avec ma selle Hermès. Donc, j'ai mis la selle Hermès sur la jument. Et puis, il avait des éperons. Et j'ai dit, Monsieur Pessoa, j'ai la jument avec des éperons, ça va pas trop. Et elle va être compliquée. Ah, tous les chevaux se montent. Il était très, à l'époque, pour moi, Brésilien. un but de sa personne, c'était le grand monsieur. Quoi. Il fait là, il me dit tous les chevaux montent avec éperon. Je dis rien, je dis le jeune, tais-toi. Et puis il monte la jument. La jument était quand même très délicate. Elle était habituée avec moi. Il n'y avait que moi qui la montais. Et puis il a commencé à la monter, ce que je ferai maintenant aussi. Mais à l'époque, c'était un petit peu différent. Et il avait mis un petit coup d'éperon, un petit peu ci, il voulait la mettre en place. La jument, 2 fois, s'était mis debout, puis ici, puis là, puis il a commencé à sauter 2 croisillons. Et ça se passait pas bien du tout. Et puis il a descendu, il dit, ah, c'est quoi cette merde? Il dit à François Maty, pourquoi tu m'as fait venir ici? Et moi, j'étais assez vexé. Et j'ai dit, non, c'est pas du tout une merde, je dis, c'est une jument de Grand Prix. Donc j'avais pris mon courage à 2 mains pour lui répondre à ce monsieur Pessoa. J'ai dit, d'ailleurs, on va tout mettre à 1,50 m ici. J'ai dit, je vais faire 2 sauts avec et je fais tout le parcours sans faute. Et Neko qui me répond, il dit, ça, je veux voir. Donc ils sont partis monter tout le parcours. J'ai pris la jument, je l'ai montée, je l'ai caressée, j'ai fait un petit galop. J'ai sauté les 2 croisillons et je suis parti sur le parcours. Et la jument a sauté exceptionnel tout le parcours de 1,50 m. Et Neko n'a pas regardé la jument, il m'a regardé, la bouche grande ouverte. Et François Maty a répondu, tu vois, on a quelqu'un d'exceptionnel chez nous aussi. Tu ne savais pas qu'il était aussi bon. Voilà, ça, c'était la première rencontre. Génial. Et puis, Neko habitait encore à Chantilly à l'époque. Et il me dit, d'ici quelques temps, je vais déménager en Belgique. Tu es le bienvenu. Et moi, très, très gentiment, j'ai répondu, Monsieur Pessoa, je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout les finances pour me payer. Je trouverais ça formidable, mais j'ai pas du tout l'argent pour vous payer des entraînements. Et il n'y a personne qui te demande de payer des entraînements. Tu viens, bienvenue. Et puis 2 ans après, j'ai reçu un coup de téléphone et je suis parti à Aiguezé de temps en temps. À ce moment-là, j'ai déménagé. J'étais près du Brabant wallon où Nelson Pessoa, on était à 20 minutes de chez lui. Et puis j'ai commencé à l'entraîner avec mes chevaux et il faisait ça gratuitement. Et puis de temps en temps, il me demandait de monter les chevaux. Des fois, les chevaux un peu plus compliqués, c'est moi qui montais parce que Neko ne devait plus monter des chevaux difficiles. Et puis on s'est lié d'une amitié formidable. Voilà. Donc le petit gamin qui avait peur de parler, finalement, il a pris son courage à 2 mains devant Neko et puis ça a Ben, parce lancé quand même quelque chose. parce qu'on avait critiqué ma jument qui était ma chérie, qui était voilà, c'était moi mes chevaux, il fallait pas les critiquer, c'était comme mes enfants et ça a toujours été comme ça. On peut rien dire du mal. Moi je peux peut-être dire du mal d'eux, mais personne ne peut dire du mal d'eux. Voilà. Et c'est la période chez Neko qui t'a un petit peu ouvert au haut niveau. Tu as commencé à faire tes 5 étoiles là. Oui, j'avais déjà à ce moment-là, j'avais déjà François Maty m'avait envoyé un cheval irlandais qui s'appelait Misto Mundi, qui était un cheval rétif, hein, qu'on avait, je crois qu'il en avait vu toutes les couleurs. Il sautait plus du tout et je me souviens, ce cheval-là, j'avais été le remettre en santé et en moral à la mer, sur la plage, dans l'eau, etc. Mais le cheval était vraiment planté sur le numéro 1. Et je vais à un concours national où il y avait à l'époque tous les grands, Eric Otters, François Maty, les deux Van Pachen, Christian Hezegorn, Edgar Henri Cuper. Je vous parle en 79. Donc j'avais 19 ans, ma première année senior. Et on avait sur une journée 3 épreuves. Il y avait une épreuve 140, une 145 et puis un Grand Prix 150. Et on pouvait monter un cheval 2 épreuves sur ce dimanche. Et j'avais inscrit Mister Mundi dans le mètre 40. Et je me fais éliminer sur le 5 et je sors de piste. Et Eric Protest qui me répond, ah, qu'est-ce que tu as cru? Il n'y a plus personne qui a su se faire sauter ce cheval. Tu te crois vraiment spécial que tu sais faire quelque chose.
Et là, j'ai eu un peu mon caractère qui est passé au-dessus. Je dis, je suis plus le gamin que tu peux engueuler comme ça. Je dis, de toute façon, c'est pas ton problème. Je dis, en quoi ça te concerne? Et je me souviens, c'était tout de suite après la deuxième épreuve. C'était une épreuve au chrono 145. Et j'adorais mon cheval, mais j'ai dit, écoute, j'ai parlé à mon cheval. Et avant de rentrer en piste, j'ai dit, maintenant, il faut que tu montres quelque chose. Ça fait 6 mois que je t'aide, que je fais tout. J'ai dit, maintenant, tu dois donner quelque chose. Et je lui ai flanqué 2 coups de cravache sur ses fesses. J'ai crié dessus et je suis rentré en piste au galop et ça a fait le déclenchement. Et le cheval a gagné l'épreuve. D'accord, c'est dingue. Et là j'ai fermé un peu la boîte à tout le monde parce que tout le monde regardait parce que le cheval avait gagné beaucoup d'épreuves à l'époque quand Luis Felipe Azevedo montait pour François Maty. Ce cheval-là était là-bas. Et donc voilà. Et puis 1 an après, le cheval est triple sans faute, Coupe des Nations de Rotterdam. Et triple, on était au barrage avec la France, l'Allemagne et je ne sais plus quel autre pays. Et il n'y avait que 4 chevaux qui étaient triple sans faute. C'était Galoubet, Flambeau, Fire qui était champion du monde à Dublin. Et ce bon vieux Mr. Mooney qui avait fait triple sans faute. Voilà, ça c'était ma deuxième Coupe des Nations dans ma carrière. Et j'avais 20 ans. Donc tout de suite dans le grand bain, et tout de suite tu prouves qu'il va falloir compter sur toi. Tu parlais tout à l'heure que c'est des histoires de couple. Est-ce que ensuite tu as pu faire d'autres couples et te maintenir à haut niveau malgré ton peu de moyens que tu disais tout à l'heure? Ben, déjà, moi, dans mon caractère, je croyais toujours que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et voilà. Et j'étais dans ma boule en disant si je fais de mon mieux pour tout le monde, ils vont me garder les chevaux, ils vont aussi, voilà. Et puis bon, après, ça a été vraiment. Il y avait des hauts et des bas tout le temps. Je croyais toujours les gens, je croyais toujours qu'ils avaient une parole et qu'ils allaient tenir leur parole, ce que moi j'ai toujours fait. Et je peux pas en dire autant de beaucoup de propriétaires. Mais ça m'a aidé, mais surtout ça m'a endurci énormément, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai petit à petit eu un franc-parler quand je sais que je suis dans le bon et qu'il y a des gens qui trichent et qui sont pas fair-play et qui sont hypocrites, ben, je ferme pas ma gueule. Et du coup, le prochain grand cheval qui va t'accompagner, c'est Nabab de Rêve, c'est ça? Non, non, Avant, non, 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 il y a un ABAP, il vient beaucoup plus tard. Après Mister Mundi, il y a la descente aux enfers parce que je fais mon Grand Prix au Jumping de Bruxelles avec Mister Mundi et puis Monsieur Van Pachen, le père, avait été racheté derrière mon dos le cheval à ma propriétaire et la propriétaire n'avait pas été très, très honnête et c'est le groom de Monsieur Van Pachen qui vient après mon Grand Prix. J'avais fait 4 points dans le Grand Prix, j'ai gagné le premier jour la grosse épreuve avec Mister Mundi. Et on est venu, le groupe est venu dire ah, je vais prendre ton cheval. J'ai dit comment je vais prendre tu vas prendre mon cheval? Il dit oui, il doit aller chez Van Pachen. Et puis je suis parti, la propriétaire était introuvable. Et je peux juste vous dire que moi je suis retourné avec un camion en vide du jumping de Bruxelles. On y a fait un super concours. Et je vous dis, j'ai pas envie, je souhaite ça à personne. Parce que c'est quelque chose de vraiment horrible. Et sans aucune explication. J'avais toujours tout fait. J'avais pas gagné beaucoup d'argent. J'avais fait le maximum pour mon cheval. C'était comme mes chevaux. J'ai jamais fait une différence d'un cheval de propriétaire ou mes chevaux personnels. Et je peux vous dire que quand j'avais tout fait, ce cheval était parti de rien du tout. Il valait plus rien du tout. Il sautait plus numéro un. L'amener et faire tout ce que j'ai fait avec lui, ce qu'on a fait ensemble. Et puis qu'après, on vienne comme ça derrière mon dos. Je peux c'est vous dire, dingue ça. j'avais 21 ans, mais on comprend pas trop à 21 ans. Hein. Ça me fait penser à Copain Van de Broye en Belgique aussi, il me semble, avec Marcus Henning, qui a une histoire similaire, mais il y a plus, il y a pas il y a déjà pas de respect, et puis Ben, je suis désolé, à mais vous 21 ans, c'est savez, horrible. après, tout le monde veut toujours dire que tout est tout beau, tout est magnifique, que ce monde-là, il est magnifique, mais il est quand même pas si magnifique. Alors, il y a des choses magnifiques, il y a des choses très bien, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment scandaleuses et qui sont pas bien du tout. Il y a des gens qui n'ont aucune parole, qui veulent juste se gagner de l'argent et qui n'ont rien à foutre de que c'est le cavalier qui a fait ci ou qui a fait là. J'ai dit, moi, tout ce que un mot, une explication, mais pas qu'on vienne comme ça à chaud, je descends de mon cheval, le cheval est à peine, même pas encore froid dans son corps après le concours, et on est venu me le prendre, chargé dans le camion, et je suis rentré tout seul en pleurant avec mon camion à vide. Et alors ça forge le caractère, voilà, après je deviens, on s'endurcit très fort à ce moment-là. Et Et du puis, coup, après, plus de chevaux.
Je monte un peu des jeunes chevaux à gauche, à droite. Et puis un jour, j'ai une opportunité de Paul Choquemeux. Et j'avais aidé Neko. Je suis toujours resté en super terme et en contact avec Neko. Et je connaissais un peu un rebooteur pour des chevaux qui avaient des problèmes des champignons dans les pieds. Et Neko avait un cheval qui avait ce problème. Il avait déjà fait tous les vétérinaires et puis on n'arrivait pas à le soigner. Et Neko avait entendu parler que je connaissais quelqu'un et j'ai apporté ce cheval-là, il s'appelait Alessandro. Pardon, je l'ai amené dans le nord de la France. La personne est décédée maintenant et c'était quelqu'un qui avait, c'est un espèce de gitan, gypsy comme ça, qui avait des trucs spéciaux avec les chevaux. Et il a guéri ce cheval. Et je me souviens, je vais chercher le cheval et Neko vient avec moi. On avait pris sa Jeep et son van. Et je demandais, parce que Paul Choquemeux, je connaissais de nom évidemment, mais j'avais jamais trop parlé avec lui. Et je dis à Neko, tu as déjà été chez Paul? Il me dit oui, pourquoi? Il dit parce que j'ai une offre d'aller travailler là-bas. Moi, j'ai plus rien. J'avais plus le premier franc pour gratter son derrière, comme on dit chez nous. Tout était vraiment difficile. Et il me dit pourquoi? Ben, il m'offre un bon salaire, 10 jeunes chevaux à faire aller. Et puis quand les chevaux arrivent à haut niveau, peut-être qu'il en garde un. Ou sinon, mais de toute façon, moi j'aurais besoin de sous et je voulais rester dans les chevaux. Et là-dessus, il me dit, mais pourquoi tu viens pas chez moi? Et je vais te donner un ou deux chevaux de concours et puis tu travailles chez moi. En plus, je restais en Belgique. Bon, le salaire était beaucoup plus bas. Neko n'a jamais eu facile non plus, hein. Neko, j'ai connu Neko pendant très longtemps. J'ai connu Neko au moins 30 ans. Et il a eu beaucoup de hauts et de bas. Et financièrement, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et je me souviens, de temps en temps, il avait du mal à me payer. Et je devais attendre 2 mois ou 3 mois. Et puis, mais de toute façon, bon, parce que entre Neko et moi, c'était quelque chose de vraiment particulier. Alors, ouais, quand il y avait beaucoup de clients qui venaient là-bas avec des amateurs, il y a des chevaux qui venaient au refus, c'est moi qui les remettais en route. Et puis, quand ils étaient en route, je croyais que je pouvais aller faire quelques coups internationaux. Ben, c'était pour le prochain client monté, on me redonnait. Mais ça fait partie de la vie du Oui. jeune cavalier de se faire. Parce qu'entre-temps, ce que j'ai appris chez Neko, c'est hors norme. Alors, pour revenir à votre question, Neko, qu'est-ce qu'il est? Neko a fait 3 générations de cavaliers. Et l'équitation d'aujourd'hui, c'est uniquement Neko qui l'a faite. Parce que j'ai connu Neko tout début, donc je vous parle, quand il a essayé la jument, c'était en 79. Neko avait une monte très française, très en avant, très latine, pas trop assis dans la selle, etc. Les chevaux, un peu le nez au vent, comme ça, etc. Mais il avait toujours des chevaux très dans le sang, très pur sang, etc. Et puis petit à petit, il avait repris des chevaux des États-Unis qui avaient été vendus par Johan Haynes, qui était champion d'Europe avec le cheval Laramie. Et Laramie était revenu des États-Unis plus trop en santé. Ça aussi, Neko était très très fort pour remettre les chevaux en santé. On avait retapé le cheval en faisant des trottings sur le dur. On avait été à 1 mois à la boule dans l'eau pour marcher au pas, etc. Et puis ce cheval-là, Neko avait un peu des soucis pour le monter. Malgré que c'était un cheval dans le sang et pas trop grand, il avait été monté très germanisé. Parce qu'on montait beaucoup comme les Allemands. Et il avait eu des soucis. Et puis Neko est parti faire un petit peu un stage de 3 jours chez Johan Haynes pour savoir comment monter le cheval. Et là, Neko a commencé à changer un petit peu sa façon, à dresser plus, mettre plus les chevaux sur les hanches, beaucoup plus de contrôle. Et puis Neko s'est trouvé très très bien dans ce système. Puis les chevaux sont devenus moins pur sang, tout en ayant beaucoup de sang, mais des chevaux avec beaucoup plus de force, donc beaucoup plus difficile à contrôler. Les parcours ont commencé à changer petit à petit. Tout ça, j'ai vu l'évolution. Et puis Neko s'est mis, il a travaillé avec le Roland, il est allé chez son tout ça, j'ai vu l'évolution. Et puis Neko s'est mis, il a travaillé avec le Roland, il est allé chez son ami, son grand ami, c'est Frank Slotak, malgré que Frank était beaucoup plus jeune, mais comme Neko connaissait très bien Alwin Schockemöhl à l'époque, Slotak montait pour Alwin. De temps en temps, Neko partait en Allemagne et il regardait comment Slotak travaillait les chevaux. Alors lui, c'était vraiment le contraire, c'était soumission totale, etc. Mais Neko a fait ce mélange. Et petit à petit, il arrivait à faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aujourd'hui l'équitation de Neko. Les Allemands se sont affinés. Les cavaliers comme Neko, la monte latine, a changé un tout petit peu, plus assis, beaucoup plus de contrôle, le travail en dressage beaucoup plus performant.
Et Neko, pour ça, était vraiment virtuose parce que Neko avait un feeling avec les chevaux. Des fois, parce que c'est pas un grand bonhomme, il se mettait sur un cheval et en un quart d'heure, il vous transformait le cheval. Il l'a encore fait pour moi avec Nabab, avec Vigo, parce qu'il a encore monté Vigo à peu près 6-7 mois avant les championnats du monde. Il s'était mis dessus un quart d'heure. Il m'a dit on va changer ça. Il est super dressé, mais il s'appuie trop. Tu dois faire comme ci, on fait comme ça. On est allé changer une petite embouchure, on a mis une autre gourmette. Je me suis remis sur le cheval, j'étais sur un pur sang. Et tout ça dans la légèreté, jamais de brutalité, etc. Donc pour ça, Neko, c'est vraiment, pour moi, c'est le tout grand maître. Et donc, toutes ces années où tu étais avec lui, c'est quelqu'un qui aime transmettre. Tu as pu puiser, faire l'éponge et puiser Alors, beaucoup de choses. Neko, c'est magnifique parce qu'avec les amateurs qui viennent pour Monsieur Pessoa, qui sont très riches, alors il donne des super cours, mais c'est assez cool. Et puis quand il fait travailler les professionnels, c'est un autre monsieur parce qu'il veut que ça fonctionne. Il est beaucoup plus dur, enfin pas plus dur, mais plus exigeant. Il va jusqu'au bout des choses. Et de temps en temps, il va pas peur de nous engueuler, mais je crois que ça fait partie du métier d'homme de chevaux. Et le métier d'homme de chevaux, c'est pas, on joue pas à la Barbie. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui jouent à la Barbie, c'est ce que je trouve. Et le métier d'homme de chevaux de haut niveau, c'est pas jouer à la Barbie. Je veux dire, on a affaire avec des chevaux de 600 kilos qui sont des animaux formidables et tout. Mais le sport de haut niveau, c'est pas pour jouer à la Barbie. Il faut être exigeant, il faut transpirer, il faut travailler. Et Nico, pour ça, je veux dire, quand Nico arrivait aux écuries, il venait pas toujours très tôt le matin, mais il arrivait vers 10h30 et on travaillait jusqu'à 4h. Mais il fallait suivre. Hein. Nico, quand il commençait, c'était roulé. Hein. Tu, pas- tu, Mais bon, moi, c'était ma vie, c'était passionnant. Je demandais que ça. Moi, ah oui. voilà, c'est comme ça. Tu parlais de l'évolution. Tout à l'heure, les chevaux ont tant changé que ça pendant des années 70 à 90 à 2010. Il y a vraiment des paliers où les chevaux ont changé. Je crois que les chevaux à l'époque gagneraient encore toujours maintenant. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, il y a comme Milton gagnerait toujours, Japlo gagnerait toujours, E.T., Little One, Gladstone, tout ça, ces phénomènes-là gagnerait toujours. Quito de Bossy gagnerait toujours ses grands prix. Je me souviens quand Quito a gagné le CSO de Lucerne, il était double sans faute Coupe des Nations et il a gagné le Grand Prix. Je veux dire, c'était des cracks chevaux et ces chevaux-là gagneraient toujours maintenant. Seulement, je crois que les chevaux maintenant sont devenus en qualité, il y en a beaucoup plus. À l'époque, il y avait sur un Grand Prix, il y avait 5 phénomènes de chevaux et les autres étaient déjà un peu moins bien. Tandis que maintenant, sur un Grand Prix de 40 chevaux, je crois qu'il y a 30 cracks. Oui, c'est vrai que c'est. Il y a aussi beaucoup plus de cavaliers, mais il y a aussi beaucoup plus de concours. Je crois que les chevaux maintenant, de temps en temps, on me dit ah, les chevaux sont moins solides. Mais non, ça, je ne crois pas. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de concours et les chevaux sont soumis à beaucoup plus de stress et de concours et de grands voyages. À l'époque, il n'y avait pas tous ces voyages en avion. Maintenant, il y a combien de chevaux qui traversent l'Atlantique sur l'année 10 fois, 15 fois ça n'arrête jamais. Après, on leur donne un petit peu de repos, mais je crois que c'est comme ça que les chevaux ne tiennent pas. À l'époque, il y avait quand même toujours les 2 mois de repos, janvier, février, il n'y avait pas de concours. Les chevaux étaient remis au vert. Ils avaient le temps de soigner les bobos, de guérir proprement, de devenir de nouveau forts et durs. Je crois que tout le monde faisait beaucoup plus d'extérieur. Maintenant, il y a tellement de concours, tout le monde est tellement occupé, il y a beaucoup de stress, tout le monde travaille dans le bac à sable, comme je dis, toujours dans la même piste, là, tout main clément ou le sable blanc, et puis il y a pas de différence, on va plus trop. Oui, il y a des exceptions comme des Steve Gerda, etc., qui ont une piste en air, qui travaillent sur l'air, sur un terrain varié, qui est très important pour les chevaux et pour la santé. Maintenant, il y a beaucoup de gens, beaucoup de cavaliers qui croient qu'il faut un terrain tout plat pour pas blesser les chevaux. Et je crois qu'il faut juste le contraire. Je dis, tout ça, ça a beaucoup changé. À l'époque, les cavaliers étaient un peu plus, pas plus durs, plus naturels, plus cheval. Maintenant, tout est beaucoup plus sophistiqué. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Tu disais que Neko t'avait beaucoup aidé avec Nabab de Rêve puis Vigo d'Arsouille, deux étalons qui ont quand même marqué leur génération. Et est-ce qu'on sent quand on est sur ce type de chevaux, étalons, qui vont marquer comme ça le- les futures générations? Pas du tout, parce que quand j'ai eu Nabap et quand j'ai eu Vigo, c'était des chevaux qui étaient très difficiles à monter, ils étaient très compliqués.
C'était des grands chevaux, grande action. Nabab avait pas une très très bonne bouche. Il a un peu la bouche de Kidam, délicate. Le galop était très moyen. Et puis, il sortait d'épreuves d'1,40 m par des cavaliers nationaux il avait niveau dressage. C'était très, très, très basique. En tout cas, pour attaquer des gros concours et des grands prix de 4 et 5 étoiles. Et puis, j'aimais beaucoup de travail. À un moment, je pensais que j'allais le renvoyer parce que je ne voyais pas. Il y avait toujours deux fautes, trois fautes, de temps en temps une fois sans faute. Et tout était assez compliqué quand même. Et à l'époque, Neko était devenu un peu coach de l'équipe belge. Et je me souviens, j'avais sauté la boule. Et la boule, j'avais fait chaque fois 8 points. Donc j'étais quand même pas très content. Et Neko, enfin par la fédération, on nous dit il faut aller où il y avait le concours de Lumen. Il y a un entraînement sur la grande piste en air. Neko a mis un parcours. Il faut passer 2 jours là-bas. J'étais arrivé très tôt et Neko était déjà là. Et j'avais plus vu Neko depuis un bout de temps. Et j'ai dit à Neko, je suis déjà, ah ben dis, amène, prends déjà ton cheval. Il me dit, je dis, écoute, j'ai un peu des soucis avec. Tu veux pas le monter. Et Magou, qui connaissait très bien le cheval, elle me dit, qu'est-ce que je mets comme embouchure? Et je lui ai dit, écoute, je sais plus ce qu'il faut mettre, mais ce que tu penses. Donc elle avait mis un pelham et je m'emmène sur la piste. Neko était en tenue d'équitation. J'ai dit, Neko, fais-moi plaisir. Monte dessus, dis-moi ce que tu penses. Et puis, il se met dessus, il travaille comme il fait d'habitude, gauche-droite, un peu des sessions à la jambe, etc. Il me dit, écoute, il dit là, c'est bien dressé, il dit, mais la bouche et les quatre, il faut rallonger la muserolle, la gourmette, on va faire comme ça. Et puis, de nouveau, il avait passé un quart d'heure dessus. Il dit, viens, on va sauter. Et ça a été le déclenchement. Et je suis parti au CSI de Lucerne 2 semaines après. Et il était tout sans faute dans la Coupe des Nations. Je suis deuxième du Grand Prix. Voilà, ça c'est nouveau avec Oui, Neko. Neko et moi, ça marchait vraiment formidable. Et puis bon, bah, Nabab a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Et, du coup, bah, il y a eu beaucoup de demandes comme étalon parce qu'en Belgique, dès qu'il y a un étalon qui sautait à ce niveau-là, bah, c'est normal que les éleveurs le demandent. En plus, il avait une super origine, etc. Et il a amélioré quand même beaucoup l'élevage belge en même temps que Darko, que Canan, parce qu'à l'époque Canan était là aussi, etc. Donc voilà. Et Vigo, c'est un petit peu la même histoire. Donc quand Nabab a fait la médaille de bronze par équipe, après, comme M. Dwabander est Tatoloni, il doit vivre de ça. Il a dit, écoute, Nabab n'a plus rien à prouver et j'ai besoin il doit saillir et puis c'est tout. Et d'ici un jour, j'en ai un qui peut faire que sa chapelle. C'est son fils, c'est un certain Vigo Darsou, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu. Et puis Vigo est arrivé chez moi fin de ses 7 ans et c'était très très compliqué. Il avait gagné le cycle à 6 ans à l'époque. Le cycle, il fallait faire des sans faute, il n'y avait pas de barrage et c'était le seul cheval qui avait fait tout le cycle sans faute avec Kurt de Clerc, qui est un très bon cavalier, qui a monté tous les tout grands chevaux de l'élevage de Brabander, qui les a amenés jusqu'à 6 et 7 ans, type narcotique de Muse, Walnut de Muse, tout ça, c'est Cure de Flora de Mariposa, c'est Cure de Clerc qui a monté. Donc, vous voyez, mais seulement, ce cheval-là ne travaillait pas beaucoup. On le sortait juste en concours. Et donc, Kurt n'avait pas trop le temps de le monter en semaine. Donc, je me suis retrouvé avec un très grand cheval, grande action, changeait pas de pied. Et je croyais que ce cheval-là, comme je l'avais jamais vu, je croyais qu'il allait aller bien au concours. Et puis, je suis parti, je me souviens, le tout premier concours, c'est au CSI de Caen. Il y avait des épreuves d'étalons de 7 et 8 ans. Donc, lui, il avait 7 ans. Et bon, Caen, c'était quand même pas une très grande piste. Et je me souviens, le cheval au paddock. À la maison, ça avait l'air d'aller. Et puis, je suis rentré au paddock, c'était déjà plus difficile. Et en piste, j'avais aucune direction. Je suis sorti avec 4 barres le premier jour. Deuxième jour, ça a été un peu mieux. J'ai fait 2 fautes et le Grand Prix, je l'ai quand même mis dedans. Il fait 4 points. Donc là, j'ai juste trouvé que ce cheval-là était compliqué, mais il voulait faire bien parce que chaque fois, ne sachant pas faire mieux, il essayait quand même un maximum de ne pas faire des fautes. Et puis, je me suis amouraché de lui. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire entre lui et moi et a créé quelque chose d'extraordinaire entre lui et moi que je n'ai jamais pu, que je ne peux pas toujours expliquer pourquoi. Oui, comment on travaille un cheval où on sait tu sentais qu'il allait faire quelque chose, mais on trouve pas forcément les boutons. C'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, pas trop de concours.
comment tu l'as travaillé? Moi, je suis de la vieille école comme Monsieur Calmont, Monsieur Pessoa. On fait les devoirs à la maison et le concours, c'est l'examen. Donc, tant qu'à la maison, on n'est pas capable de faire un parcours convenable avec des changements de pied, avec si on faut faire 4 foulées courts, on fait 4 foulées courts et pas 3 foulées, ce que Vigo, ça fait très très bien faire. Dès que c'était trop court, ben, il pouvait partir une foulée trop tôt et ça ne le dérangeait pas du tout avec les moyens qu'il avait. Mais ça, c'est se mentir à soi-même quand on va au concours. Alors, donc, on faisait du concours, mais pas autant, parce qu'il y avait énormément de travail à faire avec ce cheval-là, faire sa bouche, faire son galop, changer de pied. Je me souviens, M. Dramondé a dit: Ah, ça sert à rien que tu t'occupes de faire changer de pied, il ne va jamais changer de pied. Ben, j'ai dit: Bon, ben, s'il n'a jamais travaillé et qu'on ne fait rien pour, et pour finir, ben, il changeait de pied vraiment bien, etc. Mais ça, c'est le travail, c'est par le cheval. Alors, il y a des chevaux qui naturellement changent de pied, il n'y a pas de problème. Et il y en a qui sont plus compliqués. Et ça se travaille, mais des fois, ça prend beaucoup de temps. Vigo, ça a pris quand même 1 an et demi avant qu'il change convenablement de pied. Après 2007, 2008, 2009, j'ai souvenir une victoire en Coupe des Nations à la Baule. Là, c'est bon, on trouve les boutons et Oui, c'est que du plaisir. alors, de nouveau avec Nico, le problème, c'est qu'en Coupe des Nations, comme Vigo n'est pas un cheval. Alors, beaucoup de gens se trompent sur Vigo, tout le monde croit qu'il n'a pas de sang. C'est un cheval qui a beaucoup de sang. C'est pas un pur sang, évidemment, mais c'est un cheval qui a du sang, il a de la niaque. Seulement, il est très lent. Tout ce qu'il fait, c'est lent. Il a une galopade lent. Quand il saute, il a une parabole formidable. Et je crois pour moi, il a 10 sur 10 dans le saut, technique antérieure, la couverture, le passage postérieur. Mais il fait ça très lent. C'est pas un cheval qui est électrique dans ce qu'il fait. Mais c'est un cheval qui a du sang. Je veux dire, moi, j'ai jamais dû pousser Vigo. Je dois toujours le tenir. J'en avais toujours plein les mains. Mais le problème, c'est que quand je devais galoper du 400 mètres minutes en Coupe des Nations, je devais aller plus vite. Et à ce moment-là, je perdais son galop. Il sortait une grande foulée, j'arrivais plus à récupérer, à savoir assez de contrôle. Donc, soit je voulais être sans faute, je faisais toujours un point de temps, soit je mettais une vitesse en plus, j'avais tout de suite 4 points. Et je me souviens, je suis parti chez Neko, j'avais appelé Neko, j'ai dit: Neko, tu as du temps pour moi? Il dit: Ouais, amène-toi, amène-toi. J'étais toujours chaque fois le bienvenu. Et de nouveau, même cinéma, à Ligny, à cette époque-là, il se met dessus, il monte le cheval, au pas trop galop, il vient chez moi, il m'engueule. Il me dit: Non de Dieu, le cheval est bien dressé. Il s'appuie au pas, il s'appuie au trot, il s'appuie au galop. Qu'est-ce que tu veux foutre dans du mètre 60, du 400 mètres minutes avec ton cheval? On a dit: Viens avec, on va dans sa sellerie. J'appelais tout ça la caverne d'Ali Baba parce qu'il avait 3 caisses de mort. Il dit: Le pelame là, c'est pas mal, mais on va trouver un peu la même chose, mais différent quand même. Et puis ici, moi, il fait toute sa touche finale. Il remonte dessus. Il avait mis un petit éperon à molette. Il avait sensibilisé le cheval à la jambe. Il avait fait 2 sliding stops. Il me dit: Monte dessus. Et déjà, j'étais sur un cheval. Il avait raccourci d'1 mètre. La bouche était merveilleuse. Non, non, ben c'était ça. Moi, j'adorais. Je devais rire parce qu'il me dit: Fais comme ci, fais comme ça. Ce cheval, il était au bouton. Et on était dans le grand manège. Et il me dit: Saute le vertical. Et en vertical, on a 1,20 m. Donc, moi, j'allais jamais dire: Oui, mais il faut mettre plus bas. Moi, tout ça, j'ai jamais fait. Quand j'entends beaucoup d'élèves maintenant: Oui, mais. Moi, c'était: Mais oui, il fallait tout de suite faire ce qu'il disait. Donc, je saute le vertical, je saute un autre accès. Il me dit: Viens, on va dehors, on va sauter la rivière. Je dis: Mais il saute bien la rivière. Il dit: Ne t'occupe pas. Et il dit: Je veux que tu fonces sous la rivière. Et 2 foules après, arrêtez. Mais je ne vois pas foncer la rivière parce qu'il saute très fort la rivière. Vigo, c'était un sauteur de rivière pour venir au trot sur 4 mètres, c'était formidable. Il dit: C'est pas pour la rivière, il dit: C'est pour le contrôle. Donc, je fais ce qu'il me dit. Je pars à fond, je saute la rivière, je mets la main 2 fois, arrêtez. Il dit: C'est bon, tu parles au concours. Et la semaine d'après, partais au CSO de Saint-Gall. Je fais des doubles sans faute dans le temps, Coupe des Nations. C'est pour ça qu'on l'appelle le sorcier. C'est Ben oui, des détails techniques. Non, c'est Neko, quand il se met là-dessus et qu'il fignole tout ça, c'est extraordinaire. C'est le summum du summum. Tu parlais tout à l'heure d'un galop à 400 mètres minute. C'est vrai est-ce qu'on travaille trop nos chevaux dans un petit galop confortable? On est bien, on se rend peut-être pas compte à la télé. C'est un galop vraiment très soutenu. En concours, il faut travailler ce galop un peu en allant. Je crois que le gros problème, c'est que beaucoup de cavaliers, quand ils vont voir les gros concours, que ce soit à la Baule, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, beaucoup de cavaliers regardent les vedettes, les grandes stars, au paddock. Qu'est-ce qu'ils font les grandes stars? Ils font du relâchement. Ouais. Pourquoi? Parce que la veille, ils ont mis plein de pression à sauter un barrage à du 100 à l'heure, truc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire le lendemain? Remettre tout ça dans le calme et relâcher. Et souvent, il y a une mauvaise idée. Ils rentrent à la maison,
Et ils travaillent comme ça parce qu'ils ont vu, que ce soit Steve Gerda, Kevin Stott, Penelope, etc., avoir du relâchement, la tête en bas, les avoir calmes, etc. Et alors, ils montent comme ça et puis ils vont au concours. Limite un galop à 4 temps, un Oui, truc. mais là, ils n'ont pas travaillé ce qu'il faut au concours. Pour aller au concours, qu'est-ce qu'il faut? Un cheval, L'accordéon, quoi. il Pour faut, faire. il faut de la condition, il faut faire petite foulée, grande foulée, contrôler, tout ça en essayant d'avoir une belle équitation, pas qu'on pend dans la bouche, qu'on donne des grands coups d'éperon, il faut que tout ça, ça se passe fluide. Et pour ça, il faut travailler le cheval. Vous ne pouvez pas demander à un cheval de faire galoper à du 2 à l'heure, gentiment, la tête en bas, sans rien, sans trop de jambes, bien relâché, et puis on va aller au concours, sauter du mètre 40. Ben là, ça ne va pas aller. Il faut faire tout ça. C'est la même chose pour les jeunes chevaux. Les jeunes chevaux, il faut apprendre. Si on ne montre rien à un cheval, on ne lui apprend rien, on va arriver au concours, il n'y a rien qui va se passer, pas de direction. On va vouloir reprendre parce que ça vient court, il va mettre la tête en l'air, il va continuer tout droit. Et ça, c'est un petit peu le problème qu'on trouve chez pas mal de, je ne vais pas dire cavaliers amateurs, même des meilleurs cavaliers. Quand on voit ce que font les tops, c'est bien, il faut, mais il faut aussi un petit peu analyser pourquoi ils le font. Voilà. Oui, il y a un avant, il y a travail à la maison. Chez Neko, on a appris, Neko, il va trouver le problème, il va essayer d'améliorer le problème, de solutionner le problème. Il dit, ouais, ce cheval-là, tu n'as pas de contrôle. Quand tu mets la main, il a une bouche difficile parce que chaque cheval est différent. Il faut travailler comme ça. Il faut qu'à la fin, à la maison, tu mettes un parcours d'1,20 m avec des difficultés que tu trouves au concours. Et à la maison, ça doit être parfait. Et puis à ce moment-là, tu parles au concours. Parce qu'au moins, tu sais qu'à la maison, tu vas lui demander ça, il le fait. Donc, si tu vas retrouver ça au concours, normalement, ça devrait se passer bien. Après, il y a toujours avec les chevaux, l'effet de stress du concours, ils sont un peu plus excités, etc., parce qu'ils sont ailleurs. Parce qu'à la maison, ils savent qu'ils sont à la maison, tout est toujours un petit peu plus calme. Mais à la maison, Neko m'a dès le début appris qu'à la maison, il faut demander les choses. C'est comme les gamins à l'école et les gens à l'université, ils doivent travailler, connaître leur leçon pour bien réussir à l'examen. Pour nous, le concours, c'est l'examen. Et à la maison, il faut faire son travail. On arrive à un moment là où, proche des Jeux équestres mondiaux, j'ai souvenir dans Profession Cavalier qu'Amel Boudra a rediffusé il y a peu, un de tes fils disait ça n'a pas été pour Aix-la-Chapelle en 2006, c'est d'ailleurs un Belge champion du monde, je serai à Lexington. Bon, l'histoire t'a donné raison, mais est-ce que c'était l'objectif de ta vie? Tu sentais que c'était le moment ou jamais? Alors, on peut revenir bien plus en arrière. En 74, j'avais 14 ans. J'ai vu à la télé, chez moi à la maison, les championnats du monde de X-Tête, où c'est Arthur Stenken avec Simona qui a gagné. Deuxième, Eddie McKen avec le cheval nommé Pelé, pas Boomerang, ça c'est plus tard. Et la finale tournante, j'ai trouvé ça extraordinaire. Qu'en 3 minutes, il fallait. C'était vraiment mon truc. Et Eddie McKen a perdu à cause d'un point de temps. 4 ans plus tard, donc je montais déjà en concours, parce qu'à 14 ans, moi j'ai commencé à 14 ans et demi à faire du concours. Et 4 ans plus tard, je vais au championnat du monde, voir au championnat du monde, c'était ma dernière année junior, j'avais 18 ans. Je vais voir, comme Aix-la-Chapelle, c'est la frontière avec la Belgique. Je suis parti 4 jours à les championnats du monde, et à la finale tournante, c'est Gert Wilfang qui gagne, avec, j'ai oublié son nom, mais bref, Eddie McKen est deuxième avec Boomerang, avec un point de temps dépassement. Johan Haynes est quatrième et le cavalier américain était troisième. Et moi, en 74, j'avais vu cette finale tournante et je me suis mis dans la tête, ça c'était mon rêve, je veux devenir champion du monde et tout faire sans faute. Tout. Du début jusqu'à la fin. Et bon, moi, c'était mon truc. J'ai jamais rêvé de devenir champion olympique ou autre chose. C'était champion du monde. Ça, c'était Parce que cette tournante aussi. Cette tournante m'a marqué. Moi, je trouve cette tournante extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui adorent. Je respecte l'opinion de tout le monde. Après, quand on commence à dire oui, c'est pas bon pour les chevaux, je crois que c'est de la vaste blague. Il n'y a aucun cheval dans cette tournante qui a eu des problèmes ou qui a eu un truc psychologique après, etc. C'est quand même 4 super cavaliers qui montent, ils savent ce qu'ils font, c'est pas des imbéciles. Et c'est avec Messier Knavel nous disait que certes, c'était 9 parcours quand même, et qu'il comprenait que la finale tournante ait été enlevée après Caen 2014, mais qu'il a toujours été surpris après ces 2 finales tournantes
d'avoir des chevaux le dimanche après une semaine de concours, toujours disponibles, toujours à l'écoute et toujours prêts à se battre en piste finalement. Ben, parce que souvent, les gens, ils ont un peu oublié ce que faisaient les chevaux à l'époque. Les chevaux travaillent toute la journée. Et quand les chevaux sont en… Mais non, Juste je un peu dis, de lumière. tout. Pardon, je mettais un peu de lumière. Ce que je vois maintenant, c'est que souvent, on traite les chevaux comme des Barbies, alors que C'est-à-dire travailler toute la journée. à l'époque, les chevaux travaillaient toute la journée. J'ai dit, nous, quand moi j'ai commencé les concours, on faisait 3 jours de concours, 2 épreuves par jour, c'était normal. Il n'y avait pas de vitamines, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de soins vétérinaires. Les chevaux étaient attachés au camion. Quand on arrivait au camion national, on les attachait tous au camion, à l'anneau, à l'extérieur. Ils étaient là toute la journée. Maintenant, il faut des box, il faut ci, il faut là. On ne peut pas faire de trop. Là, on part un petit peu dans l'excès Et puis, oui, moi, je crois que les chevaux bien entraînés en conditions de ce niveau-là, ils savent faire 9 épreuves. Sinon, ben, ils ont toujours montré. Et chaque fois, il n'y a jamais eu de souci avec ça. Donc, ouais. Après, il y a des gens, c'est souvent aussi des cavaliers qui n'ont pas gagné la finale, qui pour ça, c'est peut-être un peu moins bien passé, qui ont dit, ah, j'aime pas ça pour mon cheval, c'est un autre qui a monté mon cheval. Chacun, mais ça, je respecte, chacun a son truc. Moi, personnellement, j'adore. C'est même pas parce que je l'ai gagné. Déjà, dès le début, j'ai trouvé ça formidable. J'ai regardé Jeroen de Beldam gagner à Caen. Je trouvais ça extraordinaire. C'était passionnant. J'étais devant mon poste télé. J'ai laissé aucune miette, quoi. C'était vraiment, voilà, je trouve ça vraiment bien. C'est vrai que Caen, c'est ma première finale tournante aussi, et personnellement, c'est quand même quelque chose qui te fait vibrer. On a eu la chance d'avoir Eric Navet qui en a couru une, Thierry Pommel aussi, qui en a couru deux même, euh, Rodrigo Pessoa qui en a aussi couru deux. Toi, tu arrives là avec Xted, un cheval du Saoudien qui est peut-être pas le plus facile, ou en tout cas Rodrigo le redoutait, en tout cas il passait après Abdullah Sherbatli. Et puis Vigo, comment on fait pour, euh, pour apprendre en quelques secondes à connaître finalement ces chevaux? Je crois que j'ai toujours monté énormément de chevaux depuis mon jeune âge et je passais de chevaux difficiles, des petits chevaux, des grands chevaux, parce que bon, moi, j'avais pas l'argent d'acheter des chevaux, je prenais ce qu'on voulait bien me donner et puis ben, je me suis arrangé comme ça. Et je crois que j'ai énormément d'expérience à monter toutes sortes de chevaux, que ce soit des étalons, j'ai monté des chevaux des compliqués, des étalons qui étaient réactifs, j'ai monté des chevaux pur sang, parce qu'après, je passe un peu pour un cavalier qui sait monter des grands chevaux, grandes actions, etc. Mais toute ma jeune carrière internationale, je montais que des pur sang, des anglos, des chevaux de course, des pur sang irlandais comme Mr. Mundi, etc. Donc je peux vraiment dire que j'ai monté tous les chevaux au monde et je crois que ça m'a énormément aidé. Je crois aussi que ma façon de monter avec Nico, de pas dominer, d'essayer de dominer les chevaux, mais d'essayer de les comprendre le plus vite possible. Parce que je crois que quand on essaye de comprendre un cheval, on va beaucoup plus vite que si on impose une certaine façon de monter. Parce que la première chose que va faire un cheval, ce qui est logique, il va aller un peu contre, parce que c'est différent. Tandis que si on approche un cheval en disant, je suis ton pote, on va voir comment tu fonctionnes le mieux, parce que comme ça. Et bon, c'est ce que j'avais dit, parce que à l'époque, c'était Philippe Gardin, notre chef d'équipe. Et quand le soir, c'était quand même assez tard, la finale du top 30, il me dit, tu veux regarder des vidéos, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis non, moi je ne veux pas regarder des vidéos, je ne vais pas monter comme Rodrigo, alors que je connaissais très très bien Rodrigo, ou Eric Lama. J'ai dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais monter dessus, je vais sentir comment ils sont en 3 minutes et je vais faire pour le mieux, je vais monter avec mon C'est très, sentiment. Et puis c'est tout. Et puis c'est voilà. très intéressant parce que Eric Navet pardon, nous disait que lui, il avait essayé de se mettre dans le personnage des cavaliers. Il disait, quand j'ai monté le cheval d'Hubert Bourdi, et ben Hubert Bourdi qui fumait beaucoup, et ben je me suis mis en se mettant dans la même position et en montant comme Hubert, et ben à tousser comme lui. Et il a essayé de prendre toutes les mimiques. On a eu Sabrine Delaveau qui nous disait que le dimanche matin de la finale à Caen, ils se sont enfermés dans la chambre d'hôtel avec Philippe Garda et ils ont regardé des vidéos justement. Toi, c'était l'instinct que tu t'es dit, je dois ressentir les choses. J'ai vu la finale avec Eric Navet et je me souviens très bien.
Eric a copié énormément la position de John Whittaker sur Milton. Je me souviens très bien, il était beaucoup plus droit, plus assis, un peu Oui, il me disait. comme ça. Non, non, c'était formidable à voir. Eric a fait ça de main de maître. C'était vraiment un spectacle ce qu'Eric a fait. Et moi, j'ai fait comme sur mon sentiment. Et j'ai pris les chevaux très calmement. J'ai utilisé vraiment mes 3 minutes. Je suis pas parti tout de suite au galop parce que souvent tous les cavaliers font un tour de trop et puis on part au galop et on saute des obstacles et puis on rentre en piste. Moi, je me souviens, la jument, je devais la calmer un petit peu parce je connaissais très bien cette jument. Elle avait toujours été montée très bien, mais un peu d'une monte un peu agressive, beaucoup de mains, beaucoup de jambes, un peu se bagarrer avec. Et Celle d'Abdullah Charbatli, oui, mais c'était première déjà le cavalier avant Charles Batley, c'était Nathalie Chiodani qui a une monte D'accord. aussi un petit peu agressive. C'est pas du tout une critique et c'est pas du tout mal, mais chacun a sa façon de monter, voilà, un peu plus agressif. Et, et du coup, il y avait souvent un petit peu de bagarre dans le contrôle de la jument, mais la jument est tellement exceptionnelle. Et moi, j'avais décidé de faire le petit truc de Calmont, faire des petits cercles de figures de 8 au petit trot avec beaucoup de flexion à droite, à gauche. Et à un moment, la jument s'est relâchée tout à fait. Elle a commencé à baisser l'engrenage. Je suis au pas, je l'ai caressé. Et parce que je parle beaucoup avec mes chevaux, j'ai dit c'est bien Fifi, en avant, maintenant on fait la même chose au galop. Et je me souviens quand je suis parti sur le 1 avec cette jument, je dis ouais, ici je peux pas faire une faute, c'est impossible avec un cheval. Et donc on essaie 3 minutes. Et là, en fait, on se met dans la bulle, on oublie totalement le contexte et on fait un petit débourrage, quoi. On vérifie les codes, la réponse aux jambes et bon, moi je dois juste dire que le jour, tout ce championnat, mais surtout cette finale à 4, c'était mon rêve, j'y étais. C'était mon rêve de gamin de 14 ans, donc j'y étais. Pour moi, et je me suis mis j'étais sur une autre planète, moi. J'étais avec mes 4 chevaux, enfin pas les 4 chevaux et moi. Et il n'y avait que ça. Il y avait une petite anecdote, c'est que j'avais toujours en tête le point de temps de dépassement de Macken 2 fois, d'Eddie Macken, 2 fois qui lui a coûté chaque fois la médaille d'or. Et j'étais le seul cavalier. Il y avait une option pour aller à la dernière ligne où je tournais devant un obstacle. Peut-être que ça, mais c'était quelque chose que je ne me serais jamais pardonné. Donc, moi, c'était hors de question de faire un point de temps. Et puis, au tirage au sort, le matin, Eric Lamaze avait dit ah, dommage, c'est toi qui le prends en dernier. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que de temps en temps, quand il fatigue ou quoi, il devient un peu chaud et puis il ose une fois s'arrêter un petit peu. Je dis, bon, ben, merci de mettre en confiance. Et puis, ben, arrive le célèbre X-Tête que je me souviens. Je suis allé vers lui, j'ai caressé son front. J'ai dit, mon vieux, c'est le dernier tour. Je dis, on va faire ça ensemble. Et même chose, j'ai fait des petits cercles à gauche, à droite, beaucoup de flexions, caresser, arrêter, reculer, recommencer. Et puis, à un moment, j'ai pris le galop, j'ai mis un peu plus de jambes, le tirer dessus, parce qu'on tirait souvent un peu beaucoup sur son haka-mort. Et moi, j'avais pris une autre façon de faire. J'ai poussé le cheval. Et Eric m'avait aussi dit, ah, tu vas voir, au paddock, tu n'as pas vraiment une terrible sensation. Une fois que tu es dans la piste, il entend le son de cloche, c'est autre chose. Et je me souviens, je vais sur c'est l'Auxerre que je saute en premier. Et j'ai encore regardé il n'y a pas si longtemps la finale. J'avais une sensation extraordinaire. Je me dis moi-même, qu'est-ce qu'il raconte, Eric? C'est pas une bonne sensation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut alors? Et puis j'ai ressauté le vertical. Et je me suis mis tout de suite avec lui. J'avais un tel feeling avec ce cheval-là. Et je me souviens, je prends la cravache. C'est-à-dire de Mersman était mon aide et Philippe Garda, notre chef d'équipe. Et Philippe me dit quelque chose que je n'ai jamais dit. C'est pas du tout mon truc de dire je vais gagner ou je vais faire ci, je vais faire là. Et Philippe me dit, même si tu fais 2 fautes, ne stresse pas. Tu es toujours champion du monde parce que tu as le meilleur résultat la veille. Et j'ai répondu, je vais pas faire de faute. Et je suis rentré en piste. Et je me souviens, j'ai galopé vers le triple. Je l'ai arrêté devant le triple, ce que j'ai fait avec tous les chevaux d'ailleurs, reculer, juste histoire de galoper, arrêter, contrôle, reculer 3 pas, caresser. Donc contrôle, reculer, engagement, caresser, et le son de cloche est parti. Là, j'ai senti une autre. Là, j'ai compris ce qu'Eric voulait dire, malgré que moi, j'avais une super sensation au paddock. Mais je suis parti sur le 1 avec ce cheval-là. J'avais une distance idéale, j'ai mis la jambe, il est parti, il a bondi. Et j'ai dit moi-même, ça c'est de la rigolade avec ce cheval-là. Et j'ai fait un tour, enfin, le cheval était extraordinaire. Je veux dire, X-Tête était le meilleur cheval de la finale. Et pour moi, X-Tête est toujours le meilleur cheval que j'ai monté dans ma carrière.
pour moi, X7 vient d'une autre planète. Il n'est pas né sur la Terre. Oui. Mais C'est c'est quand même. ce qu'apportait. Oui, mais je dois quand même dire que même si X7 est tellement exceptionnel, c'est Eric Lamas qui l'a fabriqué. Parce qu'X7 était en Belgique, on le connaissait tous quand il était plus jeune. Il était hyper difficile, un poil rétif. Top respect, ça tout le monde l'a vu, mais il était chaud, il était intenable. Puis quand il devenait vraiment difficile, il se mettait une fois dans un coin. Et je veux dire, c'est vraiment toute la hargne d'Éric Lamasse parce qu'au départ, je crois qu'il a acheté comme un bon cheval de vitesse. Et puis petit à petit, ils se sont mis ensemble. Et voilà. Alors le cheval était exceptionnel, mais je veux dire, chapeau à Éric Lamasse parce que le cheval est vraiment a une énergie exceptionnelle. Et ce cheval-là, pas du tout dressé, un petit peu caractériel, un petit peu étalon. Je peux vous dire que je crois qu'Éric, de temps en temps, il en a bavé. Et voilà, tout le mérite vient à Éric Lamaze, malgré que ce cheval est un grand champion. C'est ce que permettait cette finale tournante des championnats du monde, monter le plus grand crack de toute une génération, de pouvoir prétendre à monter ces cracks comme Milton, comme Quito à d'autres époques. Écoutez, pour moi, c'était un privilège de m'asseoir sur ces chevaux-là. C'est un rêve, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, Eric Navet qui a monté James Twist et monté Milton. Bon, après, Morga était pas mal, mais c'était pas du tout la même machine que James Twist et Milton. Je veux dire, Boomerang à l'époque, c'était un phénomène de cheval. Le cheval de Gert Wulfin, c'est Roman, il s'appelait le cheval. J'ai retrouvé le nom. C'était des chevaux extraordinaires. Le cheval du cavalier américain, c'était Jet Run. Jet Run, c'est un pur sang extraordinaire. Je dis, mais on payerait pour monter ces chevaux comme ça. Vous comprenez, c'est quelque chose. Alors voilà, je trouve c'est un peu dommage cette fille-là n'est plus, mais bon, c'est comme ça. Hein, mais au moins, j'ai déjà eu la chance de voir, je les ai presque tous vus. J'ai vu Rodrigo aussi. Rodrigo qui a monté Calvaro, le célèbre, le géant blanc de Willy Melliger. Joli cœur de Frank Slotak, c'était exceptionnel. C'est des chevaux, c'est des athlètes hors pair, ils sont hors normes ces chevaux-là, ce qu'ils ont gagné, le nombre de 100 fautes qu'ils ont fait, et on recommence, et encore, ils rentrent en piste et donnent le maximum. Moi, je trouve ça formidable. Je ne comprends pas qu'on peut critiquer ça et dire, ah, je trouve ça pas bien. Et il n'y a aucun de ces chevaux qui en a souffert. Je dis, ils ont tous sauté encore après, ils ont encore fait des concours, des Coupes des Nations, même des championnats. Je dis, voilà. Mais bon, pour moi, c'était le summum du summum. Et là, pour moi, vous savez, un rêve de gamin à 14 ans. Et puis, je suis arrivé, je voulais faire tout sans faute. J'ai fait 9 parcours sans faute, pas fait une faute, ni un point de temps, rien du tout. Voilà, tu t'en serais voulu si tu étais champion du monde quand même avec un 4 points, par exemple? Non, je voulais vraiment faire sans faute. Je voulais tout faire sans faute. Tout propre. Voilà, ça, c'était mon truc. C'est vrai que ce point de temps à jouer à Patrice Delaveau, à jouer 2 fois, voilà. C'est un peu le diable de cette finale. Ben non, il ne faut pas faire de point de temps. C'est tout. Il faut regarder qu'on est plus vite. Parce que quelque part, c'est notre faute. Hein. Il n'y a personne à dire c'est la faute de. Non, c'est notre faute. C'est la faute du cavalier. On est trop lent. On a été tourné trop loin. On a été tourné 2 mètres plus loin. 2 mètres trop loin, c'est peut-être les 3 centièmes qu'on est hors du temps. Et on vous colle un point. Et puis c'est comme ça. C'est la règle du sport. Et c'est comme ça. Et c'est notre faute. C'est la faute du cavalier. Après, on peut trouver toutes des excuses, mais il n'y a pas tellement d'excuses. Enfin, moi, je ne suis pas du tout un cavalier à excuses. Hein. C'est toujours. Toute ma vie, ça a été t'as été trop con, t'as été trop pas assez vite, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc, j'ai jamais mis sur le cheval ou le groom ou si c'est pas du tout ma façon de faire. Je suis assez dur avec moi-même, mais j'ai appris comme ça aussi. Et Vigo, justement, un des seuls chevaux à avoir été sans faute du début à la fin d'un de ces championnats du monde. C'est aussi une fierté supplémentaire. On se dit qu'on a bien travaillé sur ce cheval et qu'il a été donné clé en main à 3 autres cracks qui ont su l'exploiter. Vigo était assez exceptionnel parce qu'il avait un cœur gros comme ça, alors il avait tous les moyens. L'histoire du championnat du monde, elle a commencé avec lui un an à l'avance, ou quand le championnat d'Europe à Windsor, où c'est Kevin Stott qui gagne. Le parcours de chasse, Vigo n'est pas un cheval rapide. Et j'avais un peu un dilemme, qu'est-ce que je vais faire pour ce parcours de chasse? Et alors, Neko qui était là me dit, ah, il faut que tu galopes, il faut que tu avances. C'est un Ivan Pachen qui était un peu le coach de l'équipe belge à l'époque qui me dit, ah, il faut que tu avances. Et puis Ludo Philippa s'était venu voir, parce qu'il n'avait pas de chevaux à cette époque-là pour de haut niveau.
Il me dit, écoute, tu sais quand même, tu connais bien Vigo, si tu le sors de ton rythme, ça va être un peu compliqué après. Et puis j'ai pris la décision moi-même. J'ai avancé un petit peu plus que d'habitude. J'ai fait une faute et j'étais quand même pas assez vite. Donc j'étais vraiment assez loin. Le lendemain, Coupe des Nations, qui était une Coupe des Nations hyper difficile, c'est celle d'Anna qui était seule double sans faute de cette finale. Euh, Vigo, jusque-là, avait fait maximum. Je crois qu'il a fait une fois 8 points dans une Coupe des Nations. Ou sinon, c'est toujours 4 ou 0. Et je fais 12 points. J'avais plus du tout mon contrôle, j'avais plus rien du tout. Donc, cette catastrophe, je descends là à 35e place, un truc comme ça. Deuxièmement, la Belgique n'est pas repris, mais le chef d'équipe me dit si vous voulez encore monter individuellement, tu peux y aller. J'ai bon, moi, je ne veux pas terminer sur 12 points parce que je sais que mon cheval il sait faire mieux. Et la deuxième manche, je me souviens, le cheval sautait magnifique au paddock. Et je dis il doit se réveiller un peu plus. J'ai Astani, j'ai mis un vertical parce que je ne saute jamais très très haut avec mes chevaux au paddock. Et je lui ai mis avant de rentrer en piste un vertical d'un mètre 60 et mètre 65 même. Et je me souviens, il a à moitié trébuché à la battue. Est-ce qu'il y avait un trou, il y avait quelque chose? Enfin, il a trébuché et il est volé dans l'obstacle. Le chandelier par terre et tout. Là-dessus, Stanley me dit on va mettre un petit obstacle et du pied pour la confiance. J'ai dit non, mais j'ai maintenant, je rentre en piste. Ah, tu peux pas rentrer. J'ai dit maintenant, je connais mon cheval. Il est parti sur l'un, il a sauté 1 mètre par-dessus. Il a fait tout ça en faute. Et je suis repris en finale. Donc, je remonte quand même assez bien grâce à mon sans faute. Et en finale, il est le premier double sans faute. Et j'ai remonté à la 8e place. D'accord. Donc, je m'en suis mordu vraiment d'avoir pris cette décision au parcours de charge de le sortir de son train et du lendemain, un peu avoir le même contrôle. Et je me souviens, le propriétaire, Yoris Brabanet n'était pas là. Je l'ai appelé après la finale. J'ai dit si je peux faire ce que je veux et qu'il ne doit pas trop saillir l'année prochaine, j'ai le cheval pour tout faire sans faute au championnat du monde. Et de là, mon objectif n'était que pour ça. J'aime bien faire des ponts avec nos précédents invités. Eric Navet nous disait qu'il avait assez mal géré l'après champion du monde, ce rôle où toute la presse, les sollicitations l'avaient sorti de son organisation quotidienne. Comment toi, tu as vécu l'après? La même chose, c'était très difficile. Très, très difficile. J'ai d'ailleurs été voir un psychologue sportif grâce au comité olympique belge parce que je me suis mis trop de pression. Déjà, ce sera bon. En plus, en 2010, en Belgique, dans les sports, c'était pas fameux dans tous les autres sports. J'étais le seul médaillé dans un sport. Ça fait que toute la presse sportive s'est ruée sur moi, que ce soit télévision, journaux, quotidiens, n'importe. Et étant du monde, je suis champion du monde, il faut que je fasse plaisir à tout le monde, etc. Je me suis un peu perdu dans tout ça. Pas faire moins mon travail, mais pas être focus comme je pouvais le faire. Et j'étais plus trop dans mon monde. En plus, déjà, c'est pas mon monde. Moi, ce que je voulais faire, j'avais fait mon championnat du monde. On était champion du monde. Mon cheval, mes deux fils, ma gros, c'était un travail d'équipe. Je voulais rentrer chez moi et rebelote, et rester avec mes animaux et faire mon truc. Et ça, on ne m'a pas laissé faire. Et trouvé qu'étant champion du monde, je devais donner du temps, ce que j'ai fait. Mais je me suis tout à fait. Et ça a été très compliqué. Je mettais trop de pression aussi au concours. Il faut que je fasse sans faute, il faut que je suis ici, je suis champion du monde, il faut montrer que je suis. Et Vigo n'a pas compris ça, parce que Vigo, j'ai jamais monté mes chevaux avec pression. Je montais, j'allais au concours, j'étais prêt, tout était bien, et ça allait, un jour ça va, un jour ça va pas, et c'est comme ça dans le sport, c'est comme ça avec les chevaux. Et j'ai commencé à faire des fous avec eux jusqu'à un moment, j'ai arrêté, j'ai dit stop, ça va pas aller comme ça. Et puis c'est un psychologue sportif qui m'a remis, bon, j'ai fait des séances, j'ai fait au moins une dizaine de séances, et puis ça s'est remis tout à fait dans, il a su comment je fonctionnais, il a appris mon histoire, ma vie, et puis après, on a remis tout sur le rail, et voilà, on est reparti c'était vraiment bien après. Mais c'était compliqué, hein. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. C'est-à-dire, j'étais pas préparé à ça, et j'avais pas des personnes qui pouvaient m'aider ou qui m'ont bien conseillé. J'ai pas toujours été super bien conseillé. Et puis bon, en fait, de toute façon, j'en veux qu'à moi-même pour ça. J'ai pas géré ça comme il faut. Il y a d'autres cavaliers ou d'autres champions qui ont bien géré l'après, etc. Je crois qu'un gars comme Pierre Durand a très très bien géré ça quand il est devenu champion olympique et champion d'Europe. Et il y a d'autres cavaliers pour qui ça a été assez compliqué. C'est vrai qu'on a eu Michel Sorg qui va être le futur sélectionneur de l'équipe de Suisse qui nous disait que
quand Steve Garda a été champion olympique, c'est lui avec le frère de Steve directement qui ont tout de suite pris toute cette pression et puis ils ont laissé Steve continuer à faire son travail. J'ai appris sa part parce que bon, je suis très ami avec Philippe Guerdin déjà avant qu'il soit chef d'équipe pour nous parce que moi j'ai travaillé 6 ans en Suisse et j'ai monté avec Philippe Guerdin en concours, etc. Donc on se connaît très très bien. Et il m'avait dit, tu sais, avec mon fils, ça a été différent. Par exemple, son frère, comme il y avait beaucoup de demandes de journalistes pour des interviews, il demandait à Steve de telle à telle heure tu es libre, oui. Et il disait, c'est alors le frère qui disait de telle à telle heure, vous avez en temps X minutes pour faire cette interview, de telle heure à telle heure, et puis après, fini, terminé. Et tout ça, c'est. Bon, moi, j'ai pas eu tout ça, quoi. C'est peut-être aussi euh, ma faute, mais enfin bon, c'est comme ça, et puis voilà, c'est fait, c'est fait, et puis on s'en est sorti. Voilà, ça m'a fait du bien aussi de connaître un psychologue sportif. Il m'a expliqué le monde sportif, d'autres athlètes, d'autres sports. Et ça m'a passionné aussi d'entendre plein de choses, plein d'histoires. Tu disais que tu as monté en Suisse. J'ai parlé un petit peu cet après-midi avec un de tes fils et qui m'a dit ce qui me marque avec mon père, c'est que, ok, il a toujours été un athlète de haut niveau avec ses objectifs, mais il a aussi suivi toutes les étapes de vie de ses 4 enfants. Il était toujours là à l'hôpital quand j'ai eu quelques soucis. Il faisait 9 ou 10 heures de route de la Suisse à la Belgique. Il traversait la Suisse pour ensuite amener les enfants. Il rentrait très tard dans la nuit, amener les enfants le matin, il revenait à chercher le soir et puis il repartait. Tu t'es toujours battu pour garder ce Mes lien enfants, fort. mes enfants, c'est sacré. J'ai eu Pilou, moi, enfin Philippe Junior, j'avais 26 ans. Et Pilou a eu beaucoup de problèmes de santé quand il est né. Il est né prématuré, dysmature. Enfin, il est resté 2, 3 mois en clinique en Belgique parce que sa mère, je travaillais déjà en Suisse, mais sa mère voulait absolument accoucher avec son gynécologue, ce que je comprenais. Mais puis, il y avait beaucoup de soucis. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol de cette clinique et j'ai dit, je vais prendre mon fils. Ah, vous pouvez pas, c'est délicat. J'ai dit, non, non, je prends mon fils et je rentre en Suisse et puis je verrai. Il sera beaucoup mieux dans le cocon familial que dans une clinique avec des tubes dans son nez et plein de bactéries. Donc, ça a créé quelque chose entre lui et moi qui était assez fort. Et bon, moi, j'ai fait des enfants, pas pour ne pas les voir, même si j'avais un métier difficile et je m'en veux déjà. Pour moi, je les ai pas assez vus parce que voilà, on a le métier qu'on a, on est souvent parti, mais j'ai toujours eu cette discipline de. Enfin, moi, j'avais besoin d'eux. C'est toujours moi qui ai fait leur petit déjeuner, c'est moi qui les ai amenés à l'école quand j'étais pas au concours. Le mercredi à midi, je montais mes chevaux tôt. Je montais 6, 7, même si je vais me lever à 5 heures du matin, mais à midi et demi, parce que le mercredi après-midi en Belgique, ils n'ont pas école. C'était pour mes 2 fils. J'ai amené aussi le fils aîné était opéré 2 fois. C'est moi qui l'ai amené à la clinique. C'est moi qui poussais le lit jusqu'à ce que je ne pouvais plus rentrer parce qu'il était en salle d'opération. Voilà, ça c'est ma vie. Quand je me souviens du concours de Dublin, je prenais le bateau direct après le Grand Prix, je conduisais le camion toute la nuit, je faisais d'une traite rentrer à la maison en regardant bien que les chevaux voyageaient très très bien, ils avaient des doubles places dans le camion, etc. etc. Et j'étais le matin à 7h30 faire leur déjeuner, les amener à l'école. Ça, c'était une priorité totale. Même j'aurais pu crever de fatigue. Voilà, ça m'a donné ma force. Hein. J'ai tiré ma force aussi par mes enfants. Hein. Il y a quand Pilou a eu beaucoup de difficultés, il devait faire aussi beaucoup de gymnastique parce qu'il est né avec une hémiplégie, donc côté gauche était plus pareil, son cerveau ne fonctionnait pas de la même façon. Et puis on lui disait toujours qu'il fallait être fort, qu'il fallait être dur. Il faisait des séances de gymnastique, mais très très fort, de kinésithérapie. Mais un jour, il en a eu marre. Et je lui ai toujours dit, tu ne peux pas abandonner, il faut continuer. Et il a montré un tel courage qu'un jour, parce que moi j'ai eu quand même beaucoup de coups durs et juste pour Pilot, je me suis juré de jamais abandonner. Parce que je ne pouvais pas lui montrer ça. Parce qu'on lui avait trop demandé de faire tout ça pour qu'il arrive. Vous savez, quand il avait 3 ans, il marchait pas bien, il marchait sur la pointe du pied gauche. Et le docteur lui a dit, il va jamais rouler à vélo, il va jamais monter à cheval, il va jamais savoir nager, il ne saura rien faire. Il nous a dit ça en pleine gueule comme ça. J'ai attrapé le docteur par ses cravates. Je lui ai dit, tu n'es qu'un grand connard, et mon fils, il va tout faire. Et,
Et puis pour finir, ben, je suis très fier de lui parce qu'il monte à cheval, il sait tout faire, il sait skier, et puis c'est un gars en or, et puis voilà. Mais rien que pour ça, lui, il est quand même très dur, et je me suis juré de jamais abandonner. Et après tout ça, là, tu as deux filles plutôt en bas âge, tu es marié, un beau contrat avec l'équipe marocaine, un domaine qui t'appartient là où tu as passé ton enfance, il me semble, en tout cas vers la Ouais. plage. Ben, Le déjà, Philippe, j'ai rencontré mon épouse, on se connaissait de vue un petit peu, et puis j'ai rencontré le tien, on s'est vite mis ensemble, elle est venue habiter un peu en Belgique, elle s'est trouvée très très bien, mais je dois dire que on se complète énormément parce on est tous les deux de la même race, je veux dire. Elle n'a pas eu facile non plus, elle a eu sa carrière en Italie, a monté aussi plein de chevaux difficiles, etc., parce que financièrement, il n'y avait pas tout ça. C'est une grande bosseuse, elle sait tout monter, elle a un talent fou, et elle est passionnée, elle est perfectionniste. Et puis on s'entend à merveille. Et puis de là sont nées deux petites filles adorables dont je suis très très fier. Et même chose, voilà, je rentre du concours, c'est pour eux et pour être avec eux. Et voilà, mon rêve était toujours de retourner à la côte puisque j'ai passé des moments extraordinaires à la côte avec les chevaux. Et, et j'ai trouvé par accident, par chance, cet endroit qui est pour moi idyllique, qui est comme je le voulais, au milieu des champs. Autour de nous, c'est que des agriculteurs, des vaches. Je crois que j'ai deux voisins qui sont hyper sympas, mais sinon, il n'y a pas de maison, c'est que des champs. Et on est à 20 minutes de la plage, parce que bon, en Belgique, on n'est pas, comme c'est un petit pays, on n'a pas des plages comme vous avez en France, en Normandie, etc., etc. Mais bon, c'est quelque chose que je voulais. On a travaillé très dur et on a ce qu'on souhaite et c'est notre rêve. on a un petit peu retracé dans les grandes lignes ta vie. Je vois quelques questions, je vais prendre quelques questions. C'est vrai que on a vu que tu avais ouvert une autre activité qui était d'accueillir des chevaux de haut niveau pour les remettre en condition, les garder en condition. C'est un peu ce que tu as tiré aussi de tes enseignements avec Neko, où tu allais à la Baule marcher dans l'eau salée et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose qui t'a marqué. Déjà, quand j'étais au stand, j'avais 9 10 ans, je montais encore à poney et on allait souvent, le manège était pas loin de la plage. On faisait toujours la promenade dominicale sur la plage avec tout le club, tout le manège. Et puis, il y a le fameux hippodrome, le Wellington. Donc, en juillet-août, à l'époque, les courses en Belgique, les pur sang, ça marchait très bien. Donc, tous les pur sang qui étaient à Bruxelles ou à Anvers, ils venaient pour la saison d'été à Ostende. Et puis, alors, vous avez les entraîneurs qui cherchaient des petits cavaliers qui montaient assez bien pour faire le matin les petits cantets ou aller les promener. Donc, ils étaient venus dans le manège et ils m'avaient vu monter, puis, en disant que je croyais donc, que je montais quand même assez bien. Et puis, ils m'avaient proposé ça. Et bon, les courses, surtout en été, ça commence à 5 heures du matin, on sort les lots. Et puis moi, il ne fallait pas me demander deux fois, quoi. Je partais de la maison à 5 heures du matin en vélo. Je montais deux lots j'avais 2% à monter. Et puis ces vieux entraîneurs, on marchait les chevaux dans l'eau, dans la mer. Et il me disait, il expliquait, il dit, tu vois, petit, il dit, l'eau de mer, il dit surtout la mer du Nord, il dit, il n'y a rien de mieux pour les tendons, pour les articulations. Il dit, quand les chevaux courent comme ça, des grandes courses, il dit, il y a tout qui chauffe, il y a tout qui leur fait mal. Et les promener là-dedans, il dit, c'est la meilleure chose. L'eau salée, la froideur et le courant sur les jambes, il dit, ça remet les chevaux en santé, extraordinaire. Et ça m'est resté, ça m'est resté. D'ailleurs, les championnats du monde, Vigo a passé 3 mois à la mer. J'allais tous les jours de Bruxelles, parce qu'il s'était fait un tout petit incident au tendon. Et Vigo, j'ai remis en condition la plage. D'accord. Et puis après, quand on a acheté ici, je dis, moi, je veux faire quelque chose de retour pour tous ces grands chevaux qui ont des blessures, qui ont une méforme, etc. Et j'ai créé quelque chose un petit peu spécial, puisque c'est quand même la garantie que c'est moi et Lucha qui montons ces craques chevaux. Et mes grooms cavaliers, ils montent nos chevaux, comme ça, ils sont le guide pour ces chevaux qui connaissent peut-être pas d'aller dans l'eau. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Et puis, bon, ça se passe toujours bien parce que c'est mes chevaux qui connaissent bien, qui entraînent les autres dans l'eau, etc., avec super confiance. Donc voilà, j'ai créé quelque chose avec
beaucoup de succès. J'ai eu les cracks chevaux comme Fit for Fun. J'ai eu tous les chevaux de Philippa, Chili Willy, Legend of Love. Ils sont tous venus des chevaux de Jocelyn Singh, des chevaux de Aznar. Après que sa chapelle sont venus se reposer 10 jours chez moi. On les montait tous les jours pour aller dans l'eau, faire des petits trottings, un petit canter, etc. Et ils ont chaque fois retrouvé leurs chevaux dans une forme extraordinaire. Et moi, ça me fait plaisir parce que je refaisais quelque chose pour ces chevaux. En fait, c'est pour les chevaux. J'ai fait ça pour les chevaux et pour personne d'autre. Voilà. C'est vrai que là, tu parles de ta qualité d'homme de cheval. C'est quelque chose qui se perd selon toi. J'ai déjà vu quelques interviews où tu étais assez pessimiste sur l'avenir de notre sport. Non, je ne suis pas pessimiste. Je dis juste que euh, on parle trop de. On parle toujours, mais ça, je crois que c'est dans le monde de tous les jours. On parle que d'argent, on parle que de performance, de stress. Et je trouve juste que il y a des gens qui disent ah, mon cheval, il adore aller au concours, il adore faire ci, il adore faire ça. Vous savez, moi, je crois que le cheval, ce qu'il adore, c'est être au pré avec ses autres, et brouter de l'herbe et galoper comme ça. Je ne crois pas vraiment qu'un cheval, il est content de se taper 12 heures de camion, d'aller à Calgary, de sauter 4 jours d'1,60 m, d'avoir de la glace sur ses jambes, des bandages, de l'argile, de recommencer, de reprendre l'avion, de faire une semaine de repos et on recommence, on le met dans un autre avion ou 12 heures de camion pour aller à Nice ou je ne sais où, ou à Doha et encore sauter. C'est pas la vie d'un cheval, ça. C'est parce qu'il est extraordinaire, qu'il est gentil, qu'il est courageux. Euh, mais et je crois que maintenant, je crois qu'on exagère un peu trop avec ces chevaux-là. Ils font trop de concours. Dire, maintenant, c'est ce que moi je pense. Après, je respecte Oui. ce que tout le monde fait et c'est pas moi qui veux. Je dis pas. C'est pas une critique. C'est juste ce que je constate et je vois ça quand même quand les chevaux arrivent chez nous et quand ils repartent. C'est pas parce que je fais mieux, c'est parce que je redonne la nature au cheval. Je remets le cheval dans son contexte. En fait, c'est ça ce que j'essaye de faire parce que mes chevaux sont comme ça. Évidemment, moi, je fais plus le haut niveau et ça ne m'intéresse plus non plus. J'adore le haut niveau, mais pour moi, j'ai fait ce que je voulais faire. Moi, j'ai eu mon rêve. J'ai fait mon rêve avec le championnat du monde et tout pouvait s'arrêter là. Après, on ne m'a pas laissé m'arrêter. On a dit, tu dois aller au jeu parce que tu es champion du monde, parce que tu es ci, là. Et je me suis laissé entraîner là-dedans et j'aurais dû couper tout court. J'ai dit, moi, je suis champion du monde. Merci, au revoir. Comme Pierre Durand, finalement. Tu en Je parlais tout veux à l'heure. retourner dans ma propriété, mes chevaux, mes animaux, parce que j'adore, j'ai des poules, j'ai mes chiens, j'ai tout ça, c'est ma famille, c'est mon cocon. Je me retrouve là-dedans, je me ressource là-dedans. Mes enfants, mon fils vient souvent, mon plus jeune fils, il est dans le centre de la France, mais on est souvent au téléphone ensemble. Mes filles, mon épouse et les gens qui travaillent avec moi. Et moi, je me ressource là-dedans. Moi, je ne me ressource pas au concours. Quand j'arrive au concours, je suis en train de regarder quand est-ce que c'est dimanche que je peux rentrer. Alors que Oui. alors que ça a été ma vie, mais maintenant, et je suis tout, j'ai tout suivi, je suis tous les concours, je suis devant ma télé, devant mon ordinateur, je regarde parce que je suis passionné, je regarde le global, je regarde les championnats, je regarde les Coupes des Nations, j'adore, moi je suis monsieur Coupe des Nations, je trouve ça la plus belle chose qui existe dans le saut d'obstacle pour nous. Euh, c'est prenant, c'est stressant, c'est le nœud dans l'estomac que quand on rentre en piste, il faut faire sans faute parce que les coéquipiers sont là et qu'il faut faire avec. C'est quelque chose que c'est mon adrénaline. Moi, j'étais vraiment Coupe des Nations. Pour moi, c'était le summum du summum, quoi. Beaucoup plus qu'un Grand Prix. C'était vraiment mon truc. Et je partage avec mon épouse et je veux encore faire quelque chose pour que mon épouse, parce qu'elle mérite, elle n'a pas toujours eu des chevaux comme moi j'ai eu. Et, et je veux vraiment essayer qu'elle arrive au plus haut niveau, mais en faisant ça d'une autre façon. Elle non plus n'est pas la cavalière de vouloir aller tous les week-ends au concours. Elle a ses enfants, nous avons notre maison qu'on adorait dans notre maison, dans notre propriété. On a un peu des poulains, on monte nos 4 ans, nos 5 ans, donc on aime tout ça, quoi. On aime aller à la plage avec les chevaux, on adore. Le tien monter fit for fun à la plage, ça aussi, c'est un rêve de monter des chevaux comme ça. Et que des cavaliers de ce niveau-là nous confient ces chevaux, parce que c'est une énorme Oui. responsabilité. Je veux dire, vous savez, à la plage, quand un cheval fait un demi-tour, ou il a peur d'une vague, ou il a peur d'un gamin qui court avec un cerf-volant, et ces chevaux-là, ils ne voient pas ça. Alors, quand beaucoup de chevaux, par exemple, les chevaux de Steve Gerda, ils ont l'habitude de faire ça, c'est plus facile. J'ai eu un cheval de Steve Gerda aussi chez nous pendant un mois. C'est magnifique, mais il y a plein de chevaux qui ne voient jamais ça.
quand ils arrivent sur la plage, je les demande où ils sont. Non, mais il faut pouvoir gérer ça. Il ne suffit pas de dire on va tomber. Le cheval, Oui, une responsabilité. voilà, c'est des chevaux qui coûtent des millions d'euros. Donc, mais ça aussi, j'adore faire. Et quand les chevaux repartent et quand les cavaliers m'appellent, oh, mon cheval, il est frais, il est en forme, il est super cool, mais il veut travailler, il est fort, il dit, oh, c'est formidable. Moi, c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent me faire, quoi. Je vois dans les commentaires, les gens disent ça sent, ça transpire la passion. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous regardent et qui veulent peut-être réussir dans le sport? Sur quoi ils doivent se concentrer pour être un bon homme de cheval? Amour du cheval, passion, respect et travail, sans aucune limite, tout le temps, et se remettre en question. Et après, il faut avoir un peu la chance de trouver sur un bon cheval, mais les chevaux, bon, moi je les ai tous fait moi-même. Le seul cheval qui est venu chez moi qui avait déjà fait pas mal de choses, c'était Governor, qui avait été, mais bon, je l'avais fabriqué avec Jerry Smith, qui était aux Jeux Olympiques de Barcelone. Il était en finale. Et après dispute avec le cavalier propriétaire, le propriétaire me l'a confié. Donc c'était déjà un cheval qui avait fait les Jeux, qui avait fait quelques bons grands prix. Mais ça, c'est le seul cheval que j'ai eu de haut niveau, qui était fait au haut niveau. Tous les autres chevaux, c'est moi qui ai fait. Et ça, c'est ma passion. Je veux dire, je, je devrais trouver un sponsor, un propriétaire maintenant qui me dit voilà, tu as 3, 4, 5 millions pour acheter un cheval. J'aimerais pas. Déjà, j'aurais trop peur de me tromper, que c'est là tant d'argent de quelqu'un d'autre et que c'est moi qui décide on va acheter ce cheval-là et puis ça ne fonctionne pas. Si on me donne autant d'argent, je désirais acheter 3, 5 ans, 4, 6 ans et puis alors je suis sûr que dans le lot, celui-là va payer pour tout le reste. Ils ne sont peut-être pas assez bons ou pas pour arriver au niveau. Donc il faut apprendre, il faut savoir comme ça. dresser des chevaux. Il faut savoir amener des chevaux soi-même à haut niveau. Ben, ou on est très riche et on achète, ou alors si on n'a pas d'argent comme moi, il faut monter, il faut aller monter des jeunes chevaux, apprendre à les fabriquer, à bien les faire et que les gens de l'extérieur vous voient que vous faites du bon travail, que les chevaux vous dressez, ils se laissent bien monter, que c'est beau à voir, que c'est super. Et puis petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive et qu'on trouve un propriétaire. Ah, mais ce gamin-là, il monte bien, je vais lui confier un cheval. Et puis peut-être avec la chance, on ne le lui vend pas. Et puis il arrive à gagner un grand prix. Et puis ça s'enclenche comme ça. Et tu pouvais parler au petit Philippe le jeune qui voulait plus aller à l'école à 6-7 ans. Qu'est-ce que là, tu lui dirais concrètement Les temps changent, mais moi, je recommencerai exactement la même chose. Mais bon, je crois que. Donc ces blessures, elles sont nécessaires à la vie, à la construction d'une personne. Mais je crois que dans tous les sports, rien ne s'obtient facilement. Je crois que je crois que tout doit être dur, parce que sinon, je ne crois pas qu'on arrive. Quand on voit tous les grands cavaliers, c'est rare que ce sont des cavaliers qui sont arrivés seulement à un coup de million. C'est tous ces grands cavaliers ont tous commencé au bas de l'échelle, en train de monter, soit pour des commerçants, soit de monter des jeunes chevaux. Je dis, vous prenez Eric Navet, il est issu de l'élevage, c'est un fils d'éleveur. Vous avez Frank Slotin qui a monté des chevaux de commerce chez Alvin Schockemöhl. Les Américains, c'est la même chose. McLean Ward, il a commencé chez son père, c'était aussi un commerçant. Je crois que tous ces grands cavaliers sont tous. Neko a commencé à faire des chevaux lui-même. Il est arrivé en Europe, il était à peine marié, il était encore tout jeune, il ne savait pas de quoi était fait, il a dû travailler, il a dû faire son chemin. Je crois que tous les grands cavaliers, c'est comme ça. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. C'était très chouette. Je vois ton fils Pilou qui est là aussi, qui répond un petit peu aux questions des gens à ta place. Bon, on se doute qu'il te connaît par cœur. Mon autre rêve, c'est de faire quelque chose avec les cavaliers marocains, enfin avec Abdelkébir. Et je dois dire que ça se passe super bien. Abdelkébir est un cavalier très talentueux et une soif d'apprendre. Et je passe vraiment des moments formidables aux entraînements. Donc voilà. Bon, un petit clin d'œil au cavalier marocain et à Abdelkébir.
Je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup pour tout ce moment. C'est vrai on a de très bons retours. Les gens te remercient. Ça fait plaisir d'avoir cette transmission et on est honoré de ta présence. Merci beaucoup, Philippe, et puis une bonne soirée.